maintenant, dernier orateur ce soir, Enrico Letta. Enrico Letta est le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po de Paris et ancien président du Conseil des ministres de la République d'Italie. Monsieur le Président, chers amis, merci de cette opportunité. Pour moi, c'est une grande opportunité d'être pour la première fois ici à la Fondation Jean Monnet et d'être ici parmi beaucoup d'amis qui ont déjà dit des choses très intéressantes. Donc c'est à moi de chercher d'ajouter quelque chose, de ne pas répéter des choses que j'ai déjà entendues, sur lesquelles je suis d'accord. Mais je vais commencer par vous raconter une petite histoire que j'ai eu la chance de vivre, une petite histoire que j'ai vécue dans mon pays. J'ai rencontré un jour, il y a quelques mois, comme je le fais toujours, souvent, des étudiants de 16, 17 et 18 ans. C'était des étudiants d'un lycée classique italien. Ils étaient 500. On a fait une grande assemblée, on a parlé d'Europe, on a parlé d'un tas de sujets très intéressants. Et à un certain moment de cette assemblée, j'ai posé à ces étudiants la question que Pascal Lamy vient de se poser et a posée à nous tous. L'Europe a chuté dans l'attention et dans le cœur des citoyens européens. Moi, je leur ai dit des citoyens italiens. L'Italie était le pays le plus europhile. L'Italie est passée en 5 ans à être parmi les pays les plus eurosceptiques. Donc, je leur ai dit, je ne veux pas vous demander ce que vous pensez, je vous demande pourquoi. Que s'est-il passé? Et puisqu'on est 500, c'est difficile de parler tous, alors je leur ai dit, je vous donne 4 possibles réponses et vous votez les 4 réponses. La première, et comme on le fait toujours dans ces assemblées-là, quand on a un peu le drive dans la main, la première réponse qu'on donne, c'est celle qu'on aurait donnée, c'est la réponse que j'aurais donnée. C'est celle de dire, si vous passez de 20% à 45% le taux de chômage des jeunes, c'est impossible d'aimer la construction qui devient, à vos yeux, responsable de ça. Et donc, il est naturel que les données économiques, tout ce qui s'est passé en termes de chute de la croissance, de montée du chômage, est devenu la question clé. Et on ne peut pas aimer une situation comme ça. Et puis, je leur ai dit une deuxième possibilité, la crise des migrants. Donc, trop de migrants, c'est une situation insoutenable. L'Europe est la faute de ça. Troisième option, on était parti, qu'on était 6, et on était tous au même niveau pratiquement. Puis on a grandi, on est devenu 28, mais on était tous au même niveau. La crise nous a emmené à une situation dans laquelle il y a quelqu'un qui donne les devoirs à la maison aux autres. Donc il y a quelqu'un qui est plus important des autres, désormais en Europe, et on n'est pas tous au même niveau. Alors là, peut-être, ça a fait basculer les choses, donc la question de l'Allemagne. Et le quatrième, parce que l'Europe est trop bureaucratique, qui est toujours un sujet qui naturellement, vous allez sourire sur ça. En Italie, il fait toujours une certaine percée. Je pense très intéressante parce que écouter un Italien qui dit que l'Europe est trop bureaucratique est quelque chose de assez amusant. Quand j'entends des dirigeants italiens accuser l'Europe de eurobureaucratie, je me dis, mais où sommes-nous? Bon, alors, je vous dis tout de suite quelle est la réponse qui a gagné dans ce sondage. À ma grande surprise, la réponse qui a gagné, mais largement, a été la réponse, pour faire simple, contre l'Allemagne. C'est-à-dire que, à la fin, des gens absolument très bien du point de vue de la préparation intellectuelle ont perçu que quelque chose avait changé dans la construction européenne. Ont perçu que dans la construction européenne, on avait eu un changement radical des choses. Et ce n'est pas un cas que dans ce sujet de se mettre les uns contre les autres, aujourd'hui, l'Europe est dans une situation de grande difficulté.
Et je lis à tout ça aussi le fait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre en Europe, pour la première fois, la coexistence de deux clivages en même temps géographiques, l'un sur le côté nord-sud économique, l'autre sur le côté est-ouest politique. Et ces deux clivages sont deux clivages, le premier on le connaissait, mais on l'a vu maintenant dans la crise d'une façon assez forte, parce que quand on voit par exemple qu'en 2007, de 2007 à 2015, l'Allemagne a vu le plus dans les grandes données qui concernent les investissements, la question de la réduction du chômage et d'autres importantes données économiques, et que tous les pays du sud de l'Europe, donc l'Espagne, l'Italie, ont vu dans ces mêmes données économiques, ont vu un signe moins qui fait ainsi que de 2007, l'Allemagne a vu une période qui, à la fin, aujourd'hui, avec le signe plus, et tous les pays de l'Union européenne du Sud ont vu le moins. Donc un clivage et un fossé qui s'est creusé du point de vue économique. Mais un fossé qui se creuse du point de vue politique, ça c'est la nouveauté. Parce qu'à la fin de cette année, on voit, chez nous on dit, deux indices font une preuve. Donc le premier a été Ukraine-Russie, et maintenant on a le deuxième sur la question des migrants. Quand au dernier Conseil européen, on écoute M. Orban qui raconte qu'il va élever des murs, quand on écoute les représentants d'autres pays d'Europe centrale et orientale qui disent des choses pareilles et qui ne sont pas tous de droite, pour être clair. Il y a aussi quelqu'un qui est soi-disant de gauche, disant ces mêmes idées et posant ces mêmes idées. Alors je me pose, et on se pose un problème. L'Europe qui est dans ces deux clivages, nord-sud, est-ouest, une Europe qui s'éloigne donc, dont les éparpillages sont évidents. C'est une Europe qui n'a jamais eu le centre si faible qu'aujourd'hui. Le centre européen, notre centre, Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, Francfort, n'a jamais été si faible qu'il l'est aujourd'hui. Et on est dans toute cette situation dans laquelle, évidemment, si c'est comme ça, il faut se poser le problème dans tous ces aspects, de voir quel a été le point de départ de toute cette situation de crise et de se dire aussi si le récit qu'on a fait de tout ça n'a été pas un récit qui manque de quelque chose. Qu'est-ce qui manque ? Il manque le courage de ceux qui sont en faveur de la construction européenne. Je vais peut-être vous épater un peu sur ce point-là, parce que je ne vais pas parler mal de ceux qui sont contre l'Europe. Ils font leur job. Je ne m'attends pas que Mme Le Pen ou Salvini ou d'autres aient un récit positif sur l'Europe. Mais je m'attends que les leaders des pays et des partis politiques qui sont les héritiers de l'idée de construction européenne soient capables de dire ce que, en deux mots, je veux dire maintenant. La responsabilité de la crise économique, financière, qui a mis les parties de l'Europe l'une contre l'autre, qui a fait augmenter le chômage, qui a fait gaspiller un tas d'argent du taxpayer européen, n'est pas de l'Europe. La responsabilité est du manque d'Europe. Et si on ne commence pas à expliquer que le manque d'Europe a été dès le début le problème de la crise, on a tout de suite perdu. Parce que, par exemple, quels sont aujourd'hui les 3 outils qu'on a dans nos mains et qui nous font dire que peut-être la crise est derrière nous et que nous sommes en condition de regarder au futur de la situation économique européenne avec un peu plus d'optimisme. On a 3 choses. On a le mécanisme européen de stabilité, donc on a finalement mis de l'argent, tous ensemble, pour gérer des situations de crise.
On l'a fait parce qu'il y a eu la crise, comme disait Jean Monnet, les crises sont décisives. On l'a fait parce qu'il y a eu la crise. Et aujourd'hui, on a cet instrument. Deuxième, on a fait l'union bancaire. Troisième, on a donné la possibilité à Mario Draghi, à la Banque centrale européenne, de faire le quantitative easing, donc l'injection de liquidité. Mais si nous pensons à ces trois utiles, et nous comparons l'Europe et les États-Unis, la crise est arrivée des États-Unis, rappelons-nous toujours ça. Elle est passée en Europe. Les États-Unis ont pu résoudre la crise en 6 mois. Et qu'ont-ils fait? Ils ont fait le quantitative easing, ils ont eu les systèmes à leur intérieur de résoudre les problèmes des différents États qui avaient des difficultés, et ils ont changé des règles sur le système financier et banquier. Avec ces 3 choix, en 6 mois, ils sont sortis de la crise. Et ils ont fait ça en 6 mois, et nous, on l'a fait en 6 ans. Et j'ajoute, si on avait eu, au début de la crise, les 3 outils qu'on a aujourd'hui, on aurait épargné des centaines de milliards d'euros qu'on a dépensés pour faire face au moment le plus tragique de la crise. Et en plus, j'ajoute, on aurait même évité tous ces aspects sur les crises des banques qui a été terrible du point de vue de la montée des populismes. Parce que quand il y a une crise, la montée du chômage, et les gens qui gèrent les banques avec des grands salaires, les banques qui chutent, et vous dites aux gens, vous, les pouvoirs publics, maintenant c'est vous, c'est à vous de payer, c'est les taxpayers qui vont payer pour la dégringolade des banques, et ce n'est pas les banquiers qui vont payer pour ça. Ça va être le meilleur aide pour tous, naturellement, les leaders populistes du monde. Aujourd'hui, on commence à avoir un autre système dans ces sujets-là. Alors, tout ça simplement pour dire que le problème de la crise était un problème de manque d'Europe au début. On a passé 6 ans, 27 conseils européens à chercher de décider comment décider. Ça a été la première partie de la crise. Puis, on a eu la possibilité de décider. Et maintenant, on commence à en sortir, parce que Draghi a fait le quantitative easing, parce qu'on a les outils, parce que les marchés savent qu'une prochaine crise grecque aurait les outils pour chercher à y faire face. Donc, ça, c'est mon deuxième argument. Il faut comprendre que ce récit et aussi le fait qu'il faudrait raconter et dire, discutant avec les leaders populistes européens, de dire, bon, qu'est-ce que vous proposez? De sortir de l'euro? De casser l'euro? En Italie, est-ce que quelqu'un pense sérieusement de retourner à la lira? Bon, voilà, ça c'est la réaction, naturellement. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement de retourner à la peseta, ou quelqu'un pense sérieusement de retourner au franc belge C'est une chose incroyable. Alors là, le point est aujourd'hui le point sur le futur. Et le point sur le futur, moi, dans ma conclusion de mon intervention, je vais le décliner d'une façon qui prend le relais de ce que Pascal Lamy vient de dire, avec beaucoup de points en commun avec l'idée sur les 2 Europes dont Chantal Tox parlait auparavant. L'Europe a commencé avec ce grand rêve qui était l'image de Kohl et Mitterrand, main dans la main, dans le cimetière de Verdun. Jamais plus la guerre entre nous. Ça a été un succès. Mais comme le disait Pascal, ce n'est pas le récit pour nos enfants. Puis l'Europe, pour ma génération, pour nos générations, a été l'Europe des opportunités. Déjà, à ma génération, la guerre ne disait plus grand-chose. Mais à ma génération, l'Europe des opportunités a été le grand storytelling positif. L'Europe de l'Erasmus, l'Europe de Ryanair, l'Europe de EasyJet. Quand je dis les opportunités, je ne dis pas seulement les opportunités pour les personnes, aussi pour les pays.
l'Europe a voulu dire pour des pays comme l'Italie du miracle économique, l'Espagne de l'après-Franco, le Portugal de l'après la dictature, l'Europe a voulu, naturellement, tout ça, on peut le dire aussi pour les pays entrés en 2004, l'Europe a été la grande opportunité. Maintenant, on doit, et ça c'est le point, c'est mon point final, il faut se dire très clairement que là aussi, on est au bout du souffle et il faut que le récit pour nos enfants, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour le futur, soit un récit qui soit naturellement sérieux, qui ne soit pas quelque chose de raconté sans la réalité. Mais et là, si je me parle, si je parle à moi-même, si je pense à mes enfants que j'ai amenés à Paris avec moi et qui, depuis une quinzaine de jours, demandent à rentrer à la maison, et je leur dis, écoutez, mais les terroristes ont dit que Rome, c'est la prochaine cible, et je me dis à moi-même que ce n'est pas l'argument le plus, le plus bon pour... Mais le point essentiel, et c'est exactement le futur, pendant qu'on faisait l'Europe de jamais plus la guerre, pendant qu'on faisait l'Europe des opportunités, le monde a changé. Ça, c'est le point essentiel. Et le monde a changé, et le monde des prochains 20 ans changera encore de la même façon que le monde des derniers 20 ans. Et quel est le grand changement? Nous, les Européens, on est plus petits, et le reste du monde est en train de croître. Ça, c'est le grand changement. Je pourrais citer des chiffres, ce n'est pas le moment des chiffres, j'en cite seulement une qui est peut-être intéressante. L'année prochaine, c'est l'année du grand Il Sorpasso, comme le fameux film italien disait. Donc c'est l'année du grand changement, parce qu'il va se passer après 20 ans, 95, l'Europe et les États-Unis ensemble, l'ancien Occident, on était le 45% de l'économie mondiale. 45%. Et les BRICS, donc Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, Brésil, ils étaient le 17% de l'économie mondiale. L'année prochaine, ils vont nous dépasser. L'année prochaine, ils vont être le 33 et nous, on va être le 32. Et c'est une course qui n'a pas terminé. Probablement, dans 20 ans, ça va être 45, eux, et 17, nous. Tout ça en étant, nous, pas en pauvreté. Tout ça parce que le monde a vu une situation dans laquelle la démographie devient la poussée de la croissance. Et ce n'était pas le cas il y a un siècle. Quel sera le rôle de nous, les Européens, dans ce monde de demain? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et je pose la question et je me donne une réponse. Nous serons influents et nos valeurs européennes, exactement l'idée de la civilisation, de la globalisation civilisée dont parlait, la plus civilisée dont parlait Pascal, nos valeurs auront la possibilité d'influencer les grandes décisions du monde demain seulement si l'Europe sera unie. Prenons ce qui va se passer dans une semaine à Paris sur l'environnement. L'Europe aujourd'hui est encore importante, grande dans le monde. Mais dans 20 ans, l'Europe encore plus petite. Je crains que les grandes décisions vont être des grandes décisions que les Américains et les Chinois vont prendre entre eux dans un sommet à deux. Et les Américains, qui sont nos amis, vont gentiment, à la fin du sommet, nous informer sur les décisions qui ont été prises lors du sommet. Et je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde comme ça. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en eux, je n'ai pas confiance dans les autres, mais je sais que quand on parle d'environnement, de droits humains, de droits des travailleurs, de démocratie, de liberté, de tolérance, nous, les Européens, nous avons une tradition qui devient une responsabilité aussi. Et c'est pour ça que le reste du monde,
il y a un tas de monde qui nous dit « Tenez bon, cherchez de faire plus, on a besoin de vous, l'environnement. » S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y a pas d'Europe aujourd'hui sur l'environnement, on ne va pas avoir les résultats. Et le futur, on a commencé à comprendre ce que ça veut dire, le chauffage de la planète. On a commencé dans nos vies même. Il y a 20 ans, les choses ne se passaient pas comme ça. J'étais la semaine passée en Suisse et j'ai lu la une du Temps qui était dédiée au changement climatique et au changement économique que ça amène à un pays comme la Suisse, par exemple, dans le côté tourisme, neige et tout ça. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de changement de notre vie sur la Terre et de la vie de nos enfants. Et quand on dit, mais c'est une chose, il y a dans 30 ans, dans 20 ans, moi je pense que mon petit enfant, mon enfant, le petit de mes 3 enfants, va avoir 27 ans dans 20 ans. Il va être au centre de la vie, de sa vie, et puisque à nous, on a donné, grâce à l'Europe, l'opportunité de vivre des vies complètes, et ça a fonctionné, et on est dans cette situation, il faut que nous soyons des générations qui font le même pour nos enfants. Alors ça, c'est le point essentiel du récit, de mon point de vue. Et pour faire ça, il faut une Europe à 2 cercles, pas à 2 vitesses, à 2 cercles. Je dis pas à 2 vitesses parce qu'il faut avoir la conscience qu'il faut faire un changement radical. Le changement radical est celui de comprendre que ça doit être quelque chose qui est pour des gens qui n'ont pas la même destination, le même point d'arrivée. Les Britanniques et le reste de l'Europe, de l'euro, ne peuvent pas avoir le même point d'arrivée. On ne peut pas dire que la Ever Closer Union, c'est le point d'arrivée pour tous. Pour eux, ce sera de partager le marché unique. Pour les autres, les pays de la zone euro, ce sera l'intégration économique et politique complète. Parce que l'euro ne peut pas marcher si on ne fait pas d'union économique, et j'ajoute d'union politique. Mais on peut le faire seulement si on a les 2 cercles. Donc je ne dis pas les 2 vitesses, parce que si vous dites les 2 vitesses, le point d'arrivée est le même à une vitesse différente, et ce n'est pas ça. C'est aussi une façon pour chercher à éviter le Brexit. Ça, c'est le point essentiel. Et alors j'ajoute, puisqu'on est dans un moment de grand basculement, when in trouble, go big, Pat, as you say in English. Et c'est le moment, je pense, non pas d'attendre que les choses se calment, non, c'est le moment d'agir. Et c'est seulement maintenant qu'on est en condition de prendre sur le référendum britannique ex malo bonum et de dire, bon, on prend le challenge et on cherche de changer les choses, et aussi du point de vue de la relation avec nos opinions publiques, en partant de l'aspect sécuritaire. En partant de l'aspect sécuritaire. Commençons à le dire. Ce qui s'est passé entre la France et la Belgique la semaine passée est la démonstration claire que quand on a voulu faire l'État membre qui est le seul responsable de la sécurité des citoyens, contre toute idée de mettre ensemble au niveau européen les renseignements, l'FBI européen et tout le reste, ça a été une faillite. Les terroristes ont passé les contrôles qui étaient là entre France et Belgique, mais il n'y avait pas le passage des informations. Donc la frontière était totalement inutile, les contrôles étaient totalement inutiles. Si on ne fait pas de renseignements européens, de FBI européen, et si on laisse tous nos pays tout seuls, ils vont travailler chacun tout seul. Et la sécurité de nos citoyens ne va pas être garantie. C'est pour ça que sur ces sujets, c'est le moment de l'action, et c'est même cette crise qui vient des attentats du 13 novembre qui va et doit nous faire rebondir dans une idée que seulement ensemble, nous les Européens, on va sortir de cette situation, et seulement ensemble, on va donner à nos enfants un futur qui sera le futur lié aux grandes valeurs européennes. Merci.